Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci aux beaux livres de l'été que j'ai sélectionnés spécialement pour vous. Ma sélection se compose essentiellement de livres qui pour moi m'amènent vers un dépaysement, c'est ce que je recherche principalement l'été. Et le dépaysement pour moi c'est quoi? C'est évidemment oui les voyages à l'étranger ou non. C'est la France, avec le sud de la France notamment, la Côte d'Azur, la Provence qui pour moi évoque vraiment l'été, la chaleur, la mer. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de livres autour de la mer, de l'océan, parce que pour moi c'est quelque chose d'important en été. C'est vraiment ce que je recherche dans mes lectures. Comme d'habitude, j'ai essayé de les acheter en majorité d'occasion. Il y a pas mal de nouveautés, mais même comme ça, j'ai réussi à en trouver un grand nombre sur Vinted. Certains viennent aussi de brocante, quelques-uns, et puis évidemment quelques-uns sont également neufs, puisque je ne trouve pas toujours d'occasion ce que je souhaite. Il y a aussi tous les styles de livres, puisqu'on a à la fois des livres d'enfants, des romans, bref, un petit mélange de tout, comme d'habitude. Si vous avez vu d'autres vidéos sur les livres sur ma chaîne, eh bien vous voyez un petit peu quel style de livre je vais vous présenter. J'ai un petit penchant aussi pour les livres objets, donc j'aime qu'ils soient beaux, qu'ils aient une couverture rigide dans l'idéal. Ça m'empêchera pas de lire des livres moins beaux, moins jolis, même parfois abîmés de seconde main, mais c'est vrai que ceux que je vais vous présenter sont souvent des livres que je trouve assez esthétiques. Et comme je vous l'ai dit là, pour l'été, j'ai quand même pas mal de nouveautés aussi à vous présenter, alors que d'habitude, c'est un peu plus axé sur le vintage. Là, ça l'est un peu moins, je trouve, dans la sélection que je vous ai faite cette fois-ci. En deuxième partie de cette vidéo, on aura également un petit retour de brocante, puisque vous le savez, si vous avez vu la dernière vidéo, j'étais en vacances sur la Côte d'Azur, et avant de partir, j'ai fait un dernier vide-grenier, et je vais vous montrer maintenant que je suis rentrée ce que j'y ai trouvé. Allez, on commence par les livres, et on va démarrer par ce que j'appelle les ambianceurs. Donc ce sont les livres qui me mettent dans l'ambiance de l'été. Ce sont des livres que j'aime feuilleter chez moi, dans mon canapé ou dans mon jardin pour me plonger vraiment dans la saison. Donc si vous avez vu d'autres vidéos sur cette thématique avec moi, vous savez que c'est quelque chose que je fais à chaque saison. Chaque saison, j'essaye de trouver ce type de livre qui va m'immerger dans la saison. On démarre par un livre pop-up comme la dernière fois, de la même collection d'ailleurs, puisqu'on est aux éditions Kiman. Et cette fois-ci, j'ai choisi Trésor de l'océan, puisque comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans cette thématique de la mer, pour moi, en été. Voilà, donc le livre est toujours de super belle qualité, comme à chaque fois pour cette édition. Il s'agit donc d'un pop-up, c'est-à-dire que les pages à l'intérieur ont des reliefs qui font que ça rend le livre vraiment magique et attrayant. Et je trouve que ça vous plonge tout de suite dans la mer, là en l'occurrence, mais de manière générale dans la saison estivale. Et ça vous donne envie d'aller à la plage en fait et de faire de la plongée aussi également, je trouve. Donc je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais quand même, je vous montre quelques pages que j'affectionne particulièrement à l'intérieur. Vous voyez ici, il y a un petit rabat où il y a tout simplement de la lecture. Et ce petit rabat est à plusieurs niveaux, puisque vous allez pouvoir ouvrir comme ça votre livre pour avoir des petites informations sur l'océan et en l'occurrence cette page-ci est sur la plage. Voilà, donc là, le thème est lancé. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour représenter la saison estivale que la plage et les cocotiers. Regardez cette jolie double page sur les coquillages quand même, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super beau. C'est un effet comme ça bouquet, ils ont mis les coquillages et les algues pour former comme un bouquet de mer. Je trouve que c'est très très beau. Et la dernière page que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc là, on est plutôt dans les fonds marins, vous voyez, avec le corail, les anémones, les étoiles de mer, voilà, tout le milieu marin. Et je trouve que c'est vraiment une très très jolie double page. Donc vous voyez, le relief est vraiment important sur ce type de livre des éditions Kiman. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette collection, c'est que le relief ressort vraiment beaucoup du livre. C'est pas de toutes petites découpes à l'intérieur, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, donc comme d'habitude, un coup de cœur pour ces éditions-là. Donc je vous les conseille vivement si vous avez des enfants, mais c'est aussi pour les grands enfants, on est d'accord, je pense. Si vous aimez ce type de livre, c'est à collectionner et c'est à regarder avec plaisir. Ensuite, dans les ambianceurs, j'ai trouvé un autre livre. Alors sur Vinted, cette fois-ci, j'ai eu la chance de trouver ce livre-là que je recherchais, qui s'appelle La Côte d'Azur. Et c'est un designer qui s'appelle Éric Garance. Donc il a la particularité de faire ce type d'affiche
Donc, puisqu'à la base, ce sont des affiches pour les villes de la Côte d'Azur. Et il le fait de façon, vous voyez, très graphique à l'ordinateur. Mais en même temps, ça rappelle les anciennes affiches illustrées publicitaires, en général pour le tourisme, qu'il y avait au début du XXe siècle, où on représentait une ville avec ce type aussi de motif, c'est-à-dire qu'on voyait un paysage avec une vue mer. C'est juste qu'à l'époque, effectivement, c'était fait avec de la peinture. C'était vraiment un artiste qui faisait ça à la main. Alors que là, on est sur une touche moderne, puisqu'on va avoir des affiches très colorées et très léchées esthétiquement, puisqu'elles ont été réalisées à l'ordinateur. Vous savez que je suis partie sur la Côte d'Azur cet été et donc j'avais très envie de me procurer ce livre avant de partir et j'ai réussi à le trouver d'occasion, j'étais très contente. Sinon vous pouvez également le trouver à l'heure actuelle sur Amazon et tous les grands sites qui vendent des livres en ligne. Le livre démarre par une carte de la Côte d'Azur qui vous explique un petit peu toutes les villes et tous les villages que vous allez trouver en illustration dans ce livre. Et ça commence donc par Bornes-les-Mimosas de ce côté-ci de la Provence. Et ça va jusqu'à Menton à la frontière de l'Italie. Et on remonte un peu au nord jusqu'à Isola 2000 notamment. Donc je trouve que c'est pas mal pour suivre un petit peu les affiches et le parcours géographique sur une carte pour savoir un petit peu où situer toutes ces affiches quand on n'est pas de la région. Donc on a des affiches vraiment mythiques comme celle-ci de Nice avec l'hôtel Negresco face à la baie des Anges. Franchement, voilà, ça c'est une de mes affiches préférées, j'aime beaucoup. On va avoir des affiches plus fleuries, plus colorées comme celle-ci sur Grasse et les fameuses roses qui servent à faire du parfum haut de gamme. Une autre affiche assez colorée avec l'emblématique Mimosa, hein, qui est vraiment une fleur représentative de la Côte d'Azur, que j'aime beaucoup avec tout ce jaune. On a toujours aussi sur la promenade des Anglais les fameuses chaises bleues à Nice, avec la mouette au-dessus. Voilà, là on a envie de s'y poser quand même. Je ne pouvais pas passer à côté non plus de la double page sur Saint-Tropez. Donc vous l'avez compris, ce sont des affiches publicitaires à la base, hein, sur ces grandes villes et ces petits villages aussi également de la Côte d'Azur. Et en face de chaque affiche, vous avez un petit texte qui explique un petit peu le point de vue de l'artiste sur cet endroit. Et ça, je trouve ça assez agréable à lire. En plus, le livre en soi est un très bel objet. Vous avez en couverture une très jolie affiche et que donc le livre en lui-même posé comme ça sur une étagère ou dans votre bibliothèque, enfin où vous voulez chez vous, ça fera vraiment très déco et tout de suite ça vous emmène, je trouve, en vacances. Il n'y a qu'à regarder le livre chez vous pour tout de suite vous sentir un petit peu déjà sur la Côte d'Azur. Ensuite, je vais rester dans le sud de la France, mais cette fois-ci, on va s'étendre un peu plus large puisqu'il va s'agir d'un livre sur la Provence, toute la Provence, la Basse et la Haute-Provence. Et il s'agit d'un guide touristique. Alors c'est un guide touristique qu'on trouve plus aujourd'hui puisqu'il date de 2006. Il est aux éditions Atlas en collaboration avec les guides Michelin et on est là cette fois-ci vraiment sur un guide touristique. Donc c'est pas un routard, hein, vous n'allez pas y trouver tout ce qui est restaurant, horaire de musée et puis hôtel, mais on est par contre sur toute la partie culturelle et là c'est une mine d'informations si vous devez cet été aller en Provence ou si vous avez juste envie un petit peu de connaître cette région de France, que vous y soyez déjà allé ou pas d'ailleurs. Ce que j'aime dans ce guide, c'est déjà qu'on a une partie en dessin, comme vous pouvez le voir là. On a sur la couverture déjà le ton qui est donné. C'est un livre illustré. Sachez que si vous le chinez complet, il y a un petit bonus, donc il faut le vérifier quand vous le chinez, c'est qu'il y a à l'intérieur, offert pour chacun des livres de cette édition-là, il y a des petites affiches. Alors celle-ci est à l'envers, je vous la remets droit. Donc ici, vous avez un champ de lavande et là, vous avez le pont du Gard. Et en fait, c'est vraiment sympa, je trouve, comme petit bonus dans ces livres-là, puisque vous pouvez choisir de les afficher chez vous pendant la saison, si vous avez envie que votre déco soit aussi un petit peu thématique sur l'été. Je trouve que c'est vraiment très beau et elles sont de très bonne qualité. C'est un papier canson assez épais, vous voyez. Et donc, vous pourrez tout à fait l'encadrer. Ça fera un très joli cadre. Donc, au dos, vous avez le nom de l'artiste. Donc là, en l'occurrence, c'est Alain Huge et vous apprenez que c'est une aquarelle. Et les deux sont du même artiste. Donc ça, c'est un petit bonus. Donc si vous le chinez, pensez à regarder s'il y a ça à l'intérieur, puisque normalement, dans chaque livre de ces éditions-là, il y avait deux petites affiches offertes. Voilà.
Moi j'en ai un autre comme ça sur la Bretagne également et il y a les mêmes affiches à l'intérieur, donc il faut vraiment penser quand vous le chinez à regarder ça, sinon c'est aussi un moyen pour faire baisser le prix si elles sont absentes. Pour revenir au livre, ce que j'ai bien aimé c'est que il nous fait visiter tous les villages pratiquement de la Provence et toutes les particularités culturelles. Donc ça va de la gastronomie, au style vestimentaire de l'époque, aux traditions, aux arts également aussi, tous les arts, que ce soit artisanaux ou aux grands artistes, aussi bien des écrivains que des peintres, qui ont d'une façon ou d'une autre traité de la Provence. Et donc ça, je trouve que c'est une mine d'or culturelle sur cette région. Je vais vous montrer quelques images quand même, que vous ayez une idée de l'intérieur du livre. Donc tout le livre se décompose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des photos, du texte et des croquis. Et ça, c'est ce que j'aime particulièrement parce que je trouve que les croquis viennent donner une valeur supplémentaire à ce livre, puisque voilà, le fait que ce soit illustré tout de suite, ça apporte un côté poétique au guide. Et ça, c'est vrai qu'on ne trouve pas ça dans les guides de voyage en général. Alors, il est évidemment un peu épais pour l'emmener avec vous dans vos valises, quoique franchement, ça n'engage que vous, hein, si vous avez envie, pourquoi pas. Mais avant de partir, ou pour justement avoir de l'évasion dans son canapé, je trouve que c'est une très bonne alternative. Ensuite, on va aller sur les livres pour enfants, puisque vous savez que j'aime énormément, de manière générale, les livres pour enfants. Si vous avez des enfants, c'est l'occasion de leur faire découvrir des livres sur le thème de l'été, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les illustrations, ou si vous aimez de façon générale les livres jeunesse, eh bien c'est l'occasion également d'en profiter. Donc j'ai choisi ce livre-là pour démarrer, ça s'appelle Karl et Elsa prennent le large. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai trouvé dans une petite librairie à Nice, donc pendant mon séjour sur la Côte d'Azur, pour ma petite dernière, et elle a beaucoup aimé ce livre. En fait, ce qui est sympa dans ce livre, c'est les dessins qui vraiment nous embarquent dans une aventure. En fait, il s'agit d'une histoire sur une journée à la plage, mais les dessins ont quelque chose vraiment de l'aventure vue par les enfants. Donc là, vous voyez que c'est une famille qui arrive près de la mer et on sent tout de suite qu'on est dans une histoire où les enfants se sentent comme des aventuriers et c'est vraiment toute la magie de ce livre en fait, c'est le côté aventure magique, c'est-à-dire que pour nous adultes une journée à la plage c'est de la détente, du farniente, pour les enfants c'est un vrai terrain de jeu où ils vont s'imaginer 1000 histoires rocambolesques, il va y avoir des monstres, des pirates, un naufrage, un navire, enfin voilà, tout un tas d'histoires que les enfants, eux, se font quand ils sont à la plage. On a une chasse au trésor, donc c'est assez bien illustré. Ce que j'aime beaucoup, c'est tous les petits détails. Donc là, à la caméra, vous n'allez pas tout voir, mais il y a vraiment plein de petits détails à regarder. Donne à cette histoire son côté un petit peu aventure, un petit peu carte au trésor. Et franchement, en tant qu'adulte, je pense que quand vous voyez ce type d'illustration, vous pouvez que aimer quand même. Hein. C'est vraiment dépaysant. Moi, j'adore en tout cas. Le livre suivant est toujours un livre pour enfants et toujours sur la thématique de la plage. On a un livre qui s'appelle Une glace à la mer chez Glénat Jeunesse et c'est fait partie d'une collection qui vient de démarrer, qui est toute nouvelle là, de 2023, qui s'appelle Les petits bonheurs de Charlie Blossom. Donc il y a déjà 2 volumes, celui-ci c'est le 2e, il vient tout juste de sortir en librairie. Et ce que j'ai aimé, c'est le côté évidemment bleu marin. Ces dessins entre la mer et l'horizon qui se confondent au loin, j'adore. Alors là c'est un exemplaire de bibliothèque, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert dans ma bibliothèque, quand je suis rentrée de vacances avec ma fille. Là on vient d'y aller et elle a vu ce livre et donc ça m'a donné envie de lui prendre. Et en fait moi j'ai adoré le livre, peut-être même un peu plus qu'elle d'ailleurs au final. Donc je vous montre un petit peu comment ça se présente. Il y a de très belles doubles pages comme ça, qui sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ce grand bleu. Voilà, donc là on est sur la route des vacances en fait, hein, tout simplement. Et on a également un format un petit peu bande dessinée, vous voyez, au niveau des illustrations pour les autres pages. Donc ça alterne comme ça entre double page ou grande page dessinée et puis petite bulle narrative en bande dessinée. Et c'est très agréable à lire pour les enfants. Donc je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une autre double page de la mer, mais cette fois-ci au soleil couchant. Donc là, on est à la fin de la journée. Et puis, vous voyez également qu'on a de très belles illustrations. Quand on ouvre et qu'on ferme le livre, on a en page de garde de magnifiques illustrations également sur l'été. Donc voilà, très beau livre sur la thématique qui, à coup sûr, vous plongera dans la saison estivale. On va enchaîner sur un livre un petit peu plus vintage cette fois-ci,
puisqu'il s'agit de ce petit livre pour enfants qui s'appelle Le papillon qui tapait du pied de Rudyard Kipling. Donc ce nom vous dit certainement quelque chose puisque c'est l'auteur du livre de la jungle qui est mondialement connu. Et Rudyard Kipling a également écrit d'autres petits contes pour les enfants, dont notamment un recueil qui s'appelle Histoire comme ça. Et Histoire comme ça possède 12 petites histoires, dont celle-ci, le papillon qui tapait du pied, figure à l'intérieur de ce recueil. Ces petites histoires ont eu un très grand succès. Elles mettent en scène pratiquement toutes des animaux dans un cadre un petit peu exotique de manière générale. Et ça a tellement eu de succès qu'en fait les histoires ont été publiées en gros recueil au départ et ensuite elles ont été parfois éditées en petits livrets comme ça, en petits livres pour chaque histoire individuelle. Donc moi j'ai particulièrement aimé celui-ci, donc celui-ci je l'ai chiné, je l'ai trouvé un peu par hasard, parce que vous voyez sur la couverture un magnifique paysage avec des beaux papillons et que tout de suite ça m'a quand même rappelé la saison estivale. C'est un conte un peu philosophique puisqu'on y suit le roi Salomon, vous savez celui de la Bible, celui qui est le fils de David, qui est connu pour être un roi justement qui était très sage. On a dans ce conte une illustration de la sagesse de Salomon à travers deux petits papillons. J'ai adoré ce livre notamment pour les illustrations. Comme vous pouvez le voir sur la couverture déjà, ça vous donne un avant-goût. Mais je vais vous montrer également d'autres images pour que vous ayez une idée. Alors j'ai choisi essentiellement les images où il y avait le papillon parce que c'est ce que je trouve qui fait le plus estival et que ce sont mes illustrations préférées. Mais il y a également des illustrations des personnages à l'intérieur. Donc là, par exemple, vous en avez un exemple. Je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. C'est en grande partie pour ça que j'ai choisi cette histoire. Dans cette collection qui s'appelle donc Histoire comme ça, du titre du recueil, en fait, cette fois-ci on est chez Delagrave, il y a toutes les autres petites nouvelles, toutes les autres petites contes en fait, qui sont dans le recueil Histoire comme ça, que vous pouvez trouver en livre individuel. Donc si ça vous intéresse, c'est une collection qui date des années 90, donc à chiner sur Vinted, en brocante ou éventuellement sur certains sites internet qui proposent aussi des livres d'occasion. On reste sur de l'occasion et du vintage avec cette édition-ci qui s'appelle La plage et les bords de mer. Donc c'est dans la collection Espace d'observation. L'édition est chez La Nacelle et l'auteur c'est Donald M. Silver. Donc il a fait pas mal de livres comme ça, documentaires pour les enfants, sur des thématiques dédiées. Donc ici, vous l'avez compris, on est sur la plage, la mer, les océans, la faune, la flore. Et c'est vraiment un ouvrage un peu scientifique. Donc là, on n'est pas dans des histoires, c'est vraiment pour les petits curieux qui ont envie d'avoir une lecture un peu plus scientifique sur leur lieu de vacances. Donc typiquement, un enfant qui vous pose plein de questions sur le sable, ce qu'il y a en dessous, dans la mer, etc. Bah, ce livre-là va répondre pas mal à ces demandes. Par contre, pour qu'il le lise tout seul, il faut quand même que ça soit un enfant qui est déjà à peu près 10 ans. La plus grande, elle a 8 ans et elle a du mal avec ce livre parce que c'est un langage quand même scientifique étant donné que c'est un livre documentaire. Et donc, je conseille ça plutôt pour un enfant autour de 10 ans qui est curieux et qui aime ce genre déjà d'ouvrage parce que sinon, ça va un petit peu le freiner dans la lecture. En revanche, les dessins sont assez sympathiques, donc je vous montre. C'est un style vintage, mais je trouve que c'est pas mal, ça illustre bien la faune et la flore de l'océan. Je vous en montre un autre, voilà, vous voyez. Et une dernière page pour finir, pour vous donner une idée globale du livre, on va dire. On a ici tout un inventaire, en fait, si vous voulez, des coquillages et certains animaux marins, de certains mollusques, en fait, qu'on peut trouver sur la plage et dans la mer. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas mal cette double page aussi. Donc le livre, il a été publié pour la première fois en 93 et la présente édition, elle est de 96, donc vous voyez quand même que c'est déjà assez vintage. Et si ça vous intéresse, vous avez aussi une édition sur la savane, sur les bois et les jardins et également sur les grottes et les cavernes notamment. Donc je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, c'est à chiner et à rechercher un petit peu si vous aimez ce type de collection. J'enchaîne avec un classique de la littérature enfantine que j'ai eu envie de redécouvrir cet été. J'ai conseillé à ma fille de lire La Comtesse de Ségur et parmi les ouvrages de La Comtesse de Ségur, il y a les vacances, donc comme son nom l'indique, franchement, ça peut pas faire plus estival. Moi, du coup, ça m'a donné envie de chiner des exemplaires
anciens ou de beaux livres pour les relire moi-même, et donc du coup en même temps que ma fille je les ai relus moi aussi. Ce livre-là, cet exemplaire-là est aux collections Hachette, puisque avant ça s'appelait Librairie Hachette, et il a une date de 1930 uniquement à l'intérieur, donc je pense qu'il doit effectivement dater de cette époque-là. Et j'adore en fait la couverture. Donc j'ai souhaité chiner, donc j'ai cherché sur Vinted, par contre pour le coup je ne l'ai pas trouvé en brocante celui-ci, parce que je voulais vraiment cette édition-là, avec ce dessin-là que je trouve très estival et que j'ai envie en fait de mettre aussi en déco chez moi quand c'est l'été et pour un petit peu me sentir en vacances avant l'heure. C'est une collection qui a toutes les œuvres de la comtesse de Ségur dans ce format-là, donc avec un dos jaune et la tranche ici jaune également. Donc vous voyez que celui-ci il a un peu vécu, mais quand même pour son âge il est en très très bon état. Donc les pages sont jaunies, comme vous pouvez le constater, mais ça m'a pas empêché de le lire. Donc vous voyez qu'il y a quelques petites illustrations comme ça à l'intérieur en noir et blanc, mais il n'y en a pas énormément. Ce n'est pas ce livre-là que j'ai donné à lire à ma fille. Elle a une trilogie spéciale avec des dessins beaucoup plus modernes, beaucoup plus attrayants pour une petite fille de 8 ans. Qui vraiment du coup a besoin aussi de cette esthétique pour avoir envie de commencer à lire la comtesse de Ségur. Mais c'est vraiment abordable, elle connaissait pas du tout, elle a essayé et elle a beaucoup aimé. Et moi ce que j'aime, et notamment dans ce tome-là qui s'appelle Les Vacances, c'est tout ce côté souvenir d'enfance pendant les vacances. Donc voilà, pendant les 2 mois de l'été, il y a dans ce livre l'histoire de plusieurs enfants qui vont être dans la campagne en train de profiter des joies et des bonheurs de la nature sous le soleil, et ça c'est très agréable. Donc il y a des jeux qu'on a fait nous-mêmes quand on était enfant, il y a des constructions de cabanes, il y a des jardins à entretenir, il y a des fleurs, il y a des fruits qu'on cueille, enfin voilà, il y a plein de beaux souvenirs comme ça d'enfance que je pense que beaucoup d'entre vous ont dû avoir. Alors on va dire que un tiers du livre traite de cette thématique-là. Et ensuite, dans le reste, il y a une histoire qui continue en fait la trilogie de Fleurville, qui est en fait une série de 3 livres qu'a écrit la comtesse de Ségur. Et Les Vacances est en fait le dernier livre de cette trilogie. Donc en premier tome, on a Les Malheurs de Sophie, qui sont extrêmement connus. Et en deuxième tome, on a Les Petites Filles Modèles, voilà. Et ça se termine par celui-ci qui s'appelle Les Vacances. Donc si vous avez envie de le redécouvrir cet été, c'est vrai que c'est mieux de commencer par le premier livre qui est Les Malheurs de Sophie, mais ce ne sont pas des tomes, c'est-à-dire que si vous lisez Les Vacances tout seul, vous arriverez à comprendre quand même l'histoire, même si il y a des références aux autres livres, vous arriverez à la comprendre. Mais voilà, si vous avez envie de faire ça bien, dans l'ordre, et de vous replonger dans cette saga en fait, eh bien il faut commencer tout simplement par Les Malheurs de Sophie, puis Les Petites Filles Modèles, et en dernier, Les Vacances. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai chiné celui-ci, parce que j'avais envie de ce visuel et de relire les textes, mais j'ai également trouvé les autres tomes. Et je vais vous en présenter un notamment dont j'ai adoré l'édition que j'ai trouvée. Il s'agit des Petites Filles Modèles, version cette fois-ci moderne. Vous voyez, c'est pas un livre vintage, ça. Il s'agit d'un livre de Sophie de Villefromois qui a illustré en fait ce beau livre. C'est vraiment un magnifique livre-objet. Il est aux éditions Seuil Jeunesse et elle a fait également Les Malheurs de Sophie dans cette édition-là. Donc je vous mets un visuel ici pour que vous voyez à quoi ressemble le tome des Malheurs de Sophie. Mais elle n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui le 3e tome, Les Vacances. Donc, je ne sais pas si elle va le faire. Je ne sais pas si c'est dans les tuyaux ou pas, ou si la collection s'est arrêtée, ce qui serait un peu dommage tellement elle est jolie. Je crois que le livre date de 2019 si je dis pas de bêtises. Alors moi je l'ai chiné, mais vous pouvez le trouver en neuf aujourd'hui dans les librairies, c'est toujours en vente. J'ai juste fait le choix moi de le trouver d'occasion. Je vais vous montrer quelques illustrations, vous allez voir c'est quand même fabuleux. Alors déjà quand on ouvre le livre, on a ce côté un peu ancien que j'aime beaucoup. Regardez-moi ces illustrations comme elles sont magnifiques. Donc là, on a les 2 petites filles modèles en fait, qui sont Camille et Madeleine. Et elles respectent les descriptions physiques de la comtesse de Ségur dans son œuvre. Et ça, c'est assez sympa. Et il y a vraiment cet univers enfantin à la campagne, puisque les 3 livres dont je vous parle de la trilogie de Fleurville se passent à la campagne, dans un magnifique jardin du château de la propriété, puisqu'il s'agit à la base de petites filles nobles qu'on suit dans des aventures enfantines, tout simplement. Et ça a vraiment quelque chose de poétique, de retour à l'enfance, comme une petite Madeleine de Proust en fait, quand vous relisez ces livres.
On parle beaucoup en ce moment dans les réseaux et depuis quelque temps de Anne de Green Gables, hein, Anne et la maison au pignon vert, de Lucy Maud Montgomery. Mais chez nous aussi, on a des livres pour enfants, de grands classiques magnifiques à redécouvrir, comme les livres de la comtesse de Ségur. Moi, je trouve vraiment que c'est un petit peu dans la même veine. Certes, c'est pas la même histoire, je suis pas en train de vous faire une comparaison des deux œuvres, mais vraiment, le côté espiègle, enfantin de Anne de Green Gables, on va le retrouver dans la trilogie de Fleurville et donc sur les malheurs de Sophie, sur les petites filles modèles et sur les vacances. Avec un côté un petit peu plus espiègle d'ailleurs, je dirais, dans ces livres-là. Donc voilà, cette collection, je l'adore, je voulais vous la présenter, même si en soi, c'est pas le livre de l'été que je voulais vous présenter, c'est plutôt celui-ci que j'ai chiné, hein, les vacances. Ça n'empêche pas que vous pouvez tout à fait lire les trois cet été, puisque on est vraiment dans cet univers bucolique, ensoleillé, à la campagne, et dans les souvenirs d'enfance, avec les aventures que les enfants se font pendant les grandes vacances d'été, dans les trois livres pratiquement. Ensuite, on va passer à la catégorie romans de l'été, et je vais commencer par vous présenter deux romans à emmener à la plage. Alors là, on est vraiment dans les nouveautés qui viennent de sortir. Je les ai achetés tous les deux d'occasion, donc je vous les montre. On est sur le best-seller de Virginie Grimaldi, Une belle vie, qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines. Et le deuxième, c'est Un coup de soleil de Serena Giuliano. Donc voilà, déjà, vous regardez les couvertures, vous voyez quand même qu'il y a un parti pris éditorial sur la saison estivale. Ici, on a une vision d'une petite rue pittoresque d'Italie avec le linge qui sèche et les façades colorées. Et là, on a plutôt une couverture dédiée à la mer avec deux jeunes femmes sur des planches qui font du surf et qui ici un peu se prélassent au soleil. Donc les deux sont des styles littéraires assez semblables, donc on est sur un feel good hein, tout simplement. C'est le genre vraiment de prédilection de Virginie Grimaldi et également de Serena Giuliano pour le coup. Les livres se rejoignent aussi par un certain sens de l'humour que vous allez retrouver dans chacun des récits avec un petit plus pour Virginie Grimaldi qui est vraiment très drôle et qui a cette particularité-là dans pratiquement tous ses romans. Mais celui-là aussi vous fera bien sourire sur la plage si vous avez envie de lire cet été. Ce que j'ai aimé par contre en plus sur celui-ci, c'est le côté dépaysement. Je trouve qu'on est plus dépaysé avec celui-là qu'avec celui-là. Alors, je m'explique, celui-ci se passe en Italie, au bord de la mer, et on suit en fait une jeune femme qui est française et qui vit en Italie. Et elle va faire le ménage chez différents clients. Chacun de ces clients a une facette différente qui représente assez bien l'Italie, je trouve. C'est aussi très bien décrit, on sent vraiment cette atmosphère italienne, je trouve, donc à travers les personnages, mais à travers aussi les descriptions. Dans celui-ci, en fait, on va être au Pays Basque. Donc ça va être deux sœurs qui vont se retrouver dans une maison de famille au bord de l'océan. Et donc dans les deux, il y a un petit peu de réflexion métaphysique puisque c'est quand même le propre des feel good. Mais c'est surtout finalement léger. Alors il y en a un des deux qui se finit un peu plus mal que l'autre, mais je ne vous dirai pas lequel. Dans les deux cas, même si vous sortez un petit peu vos mouchoirs à un moment, ça se termine quand même globalement bien parce que ça reste des feel good et vous refermez le livre plutôt heureux que malheureux, je vous rassure. Petite préférence pour celle-ci pour l'évasion, petite préférence pour celui-là pour le côté humour, mais dans les deux cas on est vraiment sur des romans de l'été à emmener avec vous à la plage. Toujours dans les romans de l'été et dans les nouveautés, j'ai trouvé sur Vinted ce livre-ci qui s'appelle Nuit d'orage à Haute-Rive. Alors c'est un premier roman de Juliette Galliani, donc c'est une autrice qui vient tout juste de se faire éditer pour la première fois aux éditions Hurlevent. Donc les éditions Hurlevent, c'est aussi une très jeune maison d'édition puisqu'elle a vu le jour il y a à peu près une année je crois, et qu'ils ont le parti pris de faire des livres comme ça très beaux, hein, très livre-objet, hardback, un peu à l'ancienne, dans un style un peu vintage, un peu rétro, comme les livres qu'on retrouve dans les bibliothèques de nos parents ou de nos grands-parents. Ce livre-là va raconter l'histoire d'un été à Lyon, donc 2 mois, c'est vraiment 2 mois. Et d'ailleurs, ça se ressent un peu à la lecture, je trouve, c'est un peu le côté négatif du livre, je trouve, c'est qu'il est assez long et qu'on sent bien qu'il s'agit de 2 mois d'été dans l'espace temporel. Toutefois, j'ai bien aimé cette lecture. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un incipit d'une page et demie là qui démarre. Ah oui, alors vous avez le petit marque-page
qui est offert à chaque fois que vous achetez le livre sur le site de la maison d'édition. Donc moi je l'ai acheté sur Vinted et la personne qui me l'a vendu me l'a laissé à l'intérieur. Mais sachez que si vous l'achetez par exemple sur Amazon ou ailleurs, hein, vous n'aurez pas forcément le marque-page. Alors que si vous l'achetez sur le site de la maison d'édition, en général, vous l'avez en petit goodies, ce qui est quand même sympa. Donc pour revenir à l'histoire, vous avez un incipit d'une page, je disais, qui est très bien écrit. Franchement, c'est un des meilleurs incipits que j'ai lu, je crois. Ça vous donne vraiment envie de lire le livre, ça c'est clair. Mais attention, parce que l'incipit est un peu trompeur. Je vous explique, là je vous spoil pas, hein, c'est la première page du livre, hein, donc pour le coup c'est pas du spoil. L'incipit démarre par une ambiance policière. Donc il y a un crime et tout le mystère qu'il peut y avoir autour de cette scène de meurtre. Voilà. Par contre, quand vous allez lire le reste du texte, vous allez revenir en arrière, sur 2 mois avant le crime, et donc au tout début de l'été. Et là, par contre, on va plutôt avoir une série de points de vue narratifs. Donc on va passer d'un personnage à l'autre. D'ailleurs, au début, on ne sait pas trop qui est l'héroïne de l'histoire. Alors je dis héroïne parce que ce sont essentiellement des personnages féminins. Les 4 personnages principaux sont des cousines qui sont issues d'une famille très riche lyonnaise. Et donc, il y a un domaine magnifique sur les hauteurs de Lyon où va se passer toute l'intrigue. Et il y a une canicule, donc c'est un été très chaud. Et en même temps que les températures montent et que le temps passe, on sent la tension s'élever également au sein de cette grande famille lyonnaise. Et on comprend que le malheur va pas tarder à arriver et que plus la fin de l'été approche et plus on s'approche du crime, du meurtre. Sauf que voilà, moi, ce que j'ai trouvé un peu longuet, c'est que pendant 2/3 du livre, on a essentiellement donc de la description, on n'est pas du tout sur un roman policier. Il faut le savoir avant de le lire, je pense, parce que si vous adorez les romans policiers et que vous lisez aussi bien le résumé que l'incipit, vous allez vous dire chouette, on est un peu sur un polar. Bah en fait non, vraiment il y a un travail de l'auteur qui est vraiment très descriptif, très narratif sur les personnages, sur le lieu qui est très important. Ça se passe au domaine de Haute-Rive et Haute-Rive c'est presque un personnage en fait finalement. C'est très important pour l'histoire, pour planter le décor en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment à la toute fin où on va revenir sur ce caractère un petit peu policier, un petit peu mystérieux. Donc voilà, faut le savoir, mais franchement ça se lit très bien. L'autrice a une très jolie plume, moi j'ai bien aimé. Et en plus, on se sent vraiment sous la canicule, avec eux, sous la chaleur, sous le soleil qui brûle la peau, etc. Au bord de la piscine. On enchaîne avec un autre livre un peu différent cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un recueil de contes. Ça s'appelle Le songe d'une nuit d'été. Alors vous allez me dire, Le songe d'une nuit d'été, ce n'est pas un conte, c'est une pièce de théâtre de Shakespeare, et vous avez raison, puisqu'effectivement c'est une comédie de William Shakespeare qui s'appelle Le songe d'une nuit d'été. Mais ici, vous êtes en présence de la version conte qui a été écrite au début du 19e siècle par le frère et la sœur Lamb. Le frère et la sœur ont décidé de réécrire les pièces de Shakespeare en contes pour enfants. Et ça a été un best-seller au 19e siècle au Royaume-Uni et ça l'est toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours énormément édité. C'est vraiment un best-seller chez eux parce que tout simplement, en Angleterre, pour initier les enfants à Shakespeare, on commence par leur lire d'abord les contes de ces auteurs-là, de la famille Lamb, et ensuite, un peu plus tard, ils abordent Shakespeare avec la pièce de théâtre. Donc j'étais très contente parce que nous, en France, on n'a pas ce type d'édition. Et la collection ici présente, là, dont je vous montre ce volume, s'appelle Histoire merveilleuse. C'est de chez LVA d'édition. Vous savez, LVA édition, c'est ceux qui ont également publié la collection Romans éternels. Donc je vous mets une petite photo ici pour que vous visualisez un petit peu ce que c'est les romans éternels. C'était des grands classiques, notamment du 19e siècle. La particularité de ces collections, vous savez, c'est qu'elles se trouvent chez les marchands de journaux et que donc toutes les semaines, vous avez un nouveau volume qui paraît. Moi, j'ai fait le choix de Matt Bonnet pour celle-ci. À l'heure actuelle, il y a une vingtaine de volumes qui sont sortis. Je ne sais pas combien de volumes vont sortir dans la collection. Mais contrairement aux romans éternels où je les ai achetés petit à petit en fonction des titres qui me plaisaient, là on n'est que sur des livres de contes et comme j'adore les contes de manière générale, voilà, je savais que je prenais pas trop de risques en m'abonnant et en prenant tous les livres. Donc ici,
On est sur, comme je vous ai dit, un recueil de contes inspirés des pièces de Shakespeare. Donc on a Songe d'une nuit d'été, mais on a aussi Roméo et Juliette, Macbeth, les deux gentilshommes de Vérone, enfin voilà, il y en a plusieurs, il y a 10 contes en fait, qui s'inspirent fidèlement de la pièce de théâtre. Donc quand on ne connaît pas Shakespeare, quand on n'a pas envie de lire Shakespeare, puisque c'est quand même un auteur du XVIe siècle, les contes pour enfants sont très très bien. Ils sont très fidèles à la pièce de théâtre, et c'est très bien, c'est aussi très bien écrit d'un point de vue narratif. Et je trouve que ça fait ressortir d'ailleurs le côté merveilleux de certaines pièces de Shakespeare, puisque Shakespeare, dans son théâtre, mélange la réalité avec le songe, avec l'irréel, avec la magie. Et c'est le cas de l'histoire de Songe d'une nuit d'été. Alors, outre que ça se passe pendant une nuit d'été, qui est en partie la raison pour laquelle je voulais sélectionner pour l'été, c'est une histoire qui mêle deux couples de jeunes gens qui s'aiment, qui ont des triangles amoureux, qui un coup se désunissent, s'unissent à nouveau, etc. pendant la nuit. À côté de ça, on a un autre couple qui est beaucoup plus fantastique, puisqu'on a le roi et la reine des fées, Oberon et Titania, donc d'où la couverture en fait, hein, avec une fée dessus. Qui eux aussi se trouvent dans cette forêt un peu enchantée. Il y a des enchantements, il y a des sorts, et donc on est vraiment dans une comédie comme ça, à cheval entre le théâtre, l'onirique, et puis un petit peu l'histoire d'amour vaudeville. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était vraiment pour vous présenter aussi bien la collection, l'édition, tellement c'est beau, que l'histoire en elle-même, si vous n'avez jamais lu du Shakespeare et que ça vous tente, mais que vous êtes un petit peu refroidi par le côté pièce de théâtre classique, c'est une bonne approche. Et comme je vous l'ai dit, en France, on ne trouve pratiquement pas ces recueils de contes. C'est vraiment autant c'est un best-seller au Royaume-Uni, comme je vous l'ai dit, autant en France, on ne les trouve pas du tout et c'est vraiment dommage. Donc je suis très contente que les éditions LVA aient sorti ce recueil-là dans leur volume d'Histoire merveilleuse, de la collection Histoire merveilleuse. Donc, pour vous montrer un petit peu à l'intérieur comment c'est, vous voyez qu'il y a un joli travail éditorial. Là, vous avez la première page avec le titre et là, vous avez une illustration. Donc, toutes les illustrations de la collection sont des illustrations anciennes qu'ils ont choisies pour représenter l'œuvre. Donc, c'est le cas pour les autres contes. À l'intérieur de cette collection, on a Alice au pays des merveilles, on a Pinocchio, Cendrillon, on a aussi le jardin secret, vous voyez, on a aussi Casse-Noisette. Donc c'est vraiment des contes un peu de partout. Il y a même un ouvrage qui est sur des contes asiatiques. On a les 1001 nuits aussi, donc enfin voilà, il y en a plein. Mais c'est juste pour vous dire que c'est assez éclectique. On a toutes sortes de contes. On n'a pas que les grands contes connus de Grimm et de Perrault, voilà. Et ça, c'est assez sympa. Donc comme je vous montrais, on a ici des dessins, on a des illustrations anciennes. Et c'est comme ça tout au long du livre. Donc voilà, je trouve que c'est assez joli et assez sympathique à lire. Je vous conseille vivement d'aller voir sur internet tous les livres qui sont déjà sortis dans cette collection. Vous pouvez les acheter sur internet, même si à la base ça sort chez les marchands de journaux. Vous pouvez les acheter à l'unité sur le site de LVA Éditions et vous pouvez aussi vous abonner et recevoir à ce moment-là l'intégralité de la collection petit à petit. Pour que vous ayez une idée du prix, c'est vendu 11,90 € il me semble chez le marchand de journaux, parce que moi comme je suis prélevée pour, au mois pour tous les volumes, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est ça, c'est 11,90 €. Toutes les éditions ont une couleur différente. En fait, ce qui est sympa, c'est que dans votre bibliothèque, vous pouvez faire un effet arc-en-ciel, vous savez, en classant les livres par couleur, avec un dégradé. C'est très joli dans une bibliothèque et c'est aussi ça qui m'avait séduit dans cette collection. Ensuite, un livre jeunesse, mais qui est quand même pour les adultes, puisqu'il s'agit d'un classique qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. C'est un auteur du XXe siècle qui a énormément écrit avec comme contexte la Provence. Et c'est ce que j'ai recherché dans ce livre, c'est qu'on est sur une nouvelle, donc c'est très court, hein, c'est pas du tout un roman, qui se passe en Provence, comme l'image vous le montre. C'est une édition de 2019, celle-ci, chez Gallimard Jeunesse. Et c'est une très jolie édition qualitative. Vous voyez ici qu'on est sur du tissu et sur de magnifiques illustrations. Donc je vous montre un peu l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On a vraiment de magnifiques dessins qui représentent les paysages de la Provence, mais de cette fois-ci de la Haute-Provence, hein, dans les montagnes, dans les côtés un petit peu plus arides, un peu plus sauvages, pas le bord de mer en fait. Hein, voilà. Là on ne sera pas sur le bord de mer dans ce texte-ci. Je vous montre une autre image. En fait, c'est une jolie histoire d'un vieux monsieur qui est un berger,
qui a décidé de vivre reclus un petit peu du monde depuis très longtemps. Et depuis très longtemps déjà, il a décidé de planter des arbres dans sa Provence un peu désertique. Il va tout simplement faire ça avec de très peu de moyens. C'est une jolie histoire écologique. C'est pour ça que c'est revenu à la mode ces derniers temps, puisque dans les programmes scolaires, il me semble que c'est revenu énormément depuis 10 ans au collège et au lycée, parce que tout simplement c'est un livre qui traite d'écologie avant l'heure, puisque ça a été écrit en 1953 quand même. Alors il faut savoir que c'est une fable, hein. C'est raconté comme si le personnage avait existé, mais en fait c'est une fable, il a été inventé de toutes pièces par Jean Giono, mais c'est vrai que quand on lit le livre, on a l'impression que ce berger a existé, que il a vraiment planté tous ces arbres et toute cette forêt en Provence. Et il faut savoir qu'en fait, non, tout ça a été inventé, mais c'est dans l'idée de faire réfléchir justement sur la préservation de la nature. Et c'est une très belle histoire, vraiment, je le recommande. Alors, c'est un peu compliqué pour un jeune lecteur, hein. C'est plutôt quelque chose qu'on aborde en fin de collège, début lycée, mais rien ne vous empêche, comme moi d'ailleurs, de raconter l'histoire avec vos mots et de montrer les images à vos enfants plutôt que de lire le texte pour les plus jeunes qui auront un peu plus de mal avec le vocabulaire. Dans tous les cas, c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque à moi parce que j'adore les classiques et j'adore Jean Giono et notamment ce petit texte-là que je connaissais déjà. C'est juste que j'ai réussi à chiner cette édition-là et que j'avais envie de vous la présenter pour l'été. Voilà, on a fini pour les livres de l'été. J'espère que ma sélection vous aura plu et que ça vous aura donné envie peut-être d'en feuilleter ou d'en acheter quelques-uns. Dans tous les cas, c'est un moment que j'aime vraiment partager avec vous. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous appréciez également. Si vous avez envie que je partage plus de lectures avec vous, puisque là j'ai fait le parti pris sur la chaîne de vous présenter uniquement des livres par saison, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais je suis une grande lectrice et du coup je lis tout le temps au fil de l'année divers livres. Et je peux aussi également vous proposer, si vous le souhaitez, certaines vidéos lecture au fil du mois. On enchaîne maintenant avec un retour de brocante. Je vais vous présenter en fait ce que j'ai chiné en vacances, à la fin de mes vacances, avant de partir, et que j'ai du coup pu vous présenter dans la dernière vidéo où j'étais au début de mes vacances et où je vous ai filmé rapidement un vide-grenier à Sainte-Maxime. Donc là, on est sur ce que j'ai chiné avant de partir. Il y a quelques petites trouvailles, il n'y en a pas énormément. On va commencer tout de suite par cette jolie boîte, années 70. Donc voilà, en fait, je crois qu'elle n'était pas à vendre au départ, hein. Le couple qui était sur la brocante vendait ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait des paires de lunettes. Et moi, j'ai demandé si je pouvais acheter la boîte. Alors, vous voyez, elle est dans son jus, hein, mais elle n'est pas rouillée. Voilà, elle est usée, mais elle n'est pas rouillée, ce qui est plutôt pas mal hein, pour une boîte qui a quand même 50 ans. Elle est tellement années 70, Power Flower, franchement. Elle ferme bien, elle est en bon état. Vous voyez ici au dos qu'on a la mention Massili France. Enfin, franchement, c'est rare de trouver des boîtes comme ça aujourd'hui en vide-grenier, donc j'étais trop contente. Alors par contre, elle a vécu, hein, vous voyez qu'elle a des traces d'impact, voilà. Mais c'est normal, hein, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui a 50 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle a en tout cas beaucoup de charme, je trouve. Le côté fleuri comme ça, c'est vraiment super sympa au niveau de la décoration. C'est kitsch, mais en même temps, c'est tellement 70 que voilà, c'est vraiment recherché. Dans un autre genre, j'ai trouvé également ceci. Donc ça, ce sont des objets publicitaires. Ce sont des ramasse-monnaies, en fait, vous savez, qu'on trouve dans les cafés et bars. Et donc, il y en a un sur Heineken, comme ça, hein, où tout simplement, le restaurateur vous met la note là et vous la coince comme ça. Il dispose ça sur la table. Et donc, ici, on a Kronenbourg, vous voyez. Donc, celui-ci, il est un peu moins sympa que celui-là. Moi, je préfère le côté peps acidulé de Heineken. Mais j'ai pris les deux ensemble, puisque c'était un lot. Donc j'ai pas réfléchi, c'était en bon état, il me l'a proposé à un bon prix, j'ai pris les deux, voilà. Mais je sais pas si je garderai celui-là parce que je préfère le côté coloré de celui-ci. Mais c'est collector et c'est assez recherché en général par les collectionneurs. Donc voilà, j'étais contente de faire des petites trouvailles comme ça, parce que ça se trouve de moins en moins ça en brocante. Fut un temps, on en trouvait très facilement. Donc là, j'étais super contente. Ensuite, j'ai trouvé également ce joli flacon bleu. Alors je l'ai nettoyé, mais quand je l'ai trouvé, il était dans un état, il était tout poussiéreux, il avait plein de terre au fond là. Donc en fait, l'astuce hein, pour nettoyer du verre, c'est tout simplement d'utiliser du vinaigre
et également pour l'intérieur du gros sel. Donc vous mettez du vinaigre, du gros sel et de l'eau à l'intérieur de votre flacon. Donc c'est valable pour les carafes, les bouteilles, tout ce que vous voulez. Et ensuite, toutes les demi-heures, vous touillez comme ça pour qu'il y ait un petit effet nettoyant au niveau du sel et du vinaigre sur les parois du verre. Et au bout, alors ça dépend si c'est très très sale, moi je l'ai laissé pendant 2 heures. Donc je suis allée le touiller 4 fois pendant ces 2 heures. Au bout de 2 heures, en tout cas, moi c'était bon. Il n'y avait plus de dépôts blancs calcaires, il n'y avait plus la terre au fond et vous voyez qu'il brille de mille feux, hein, comme au premier jour. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Si vous avez des flacons à nettoyer ou des carafes et qu'il y a un dépôt au fond, vous ne savez pas trop comment faire, bah c'est un moyen, puisqu'effectivement c'est difficile d'aller frotter à l'intérieur, on est d'accord. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Donc il est en superbe état, je vous l'ouvre si j'y arrive, mais il s'ouvre, hein. C'est juste que c'est un peu dur. Donc vous avez ici une bande en caoutchouc là, pour qu'il soit hermétique. Vous avez un très très beau bouchon, je trouve, il fait boule comme ça, qui est très beau. Et donc à l'intérieur, il est en parfait état maintenant, avec, vous voyez, ce motif de fleurs sur toutes les faces. Et il y a un motif assez original entre le rond et le carré, comme ça, je trouvais ça original. Vous savez que j'ai plusieurs flacons bleus et vases bleus chez moi, donc il va rejoindre la collection, hein, je pense. Après, si je lui trouve pas de place, bah on verra. J'espère que je vais lui trouver une petite place, parce que c'est déjà assez chargé de ce point de vue-là, mais c'est vrai que je résiste jamais à ces coloris bleus ou verts d'ailleurs. Au niveau de la verrerie, hein, vous le savez si vous suivez la chaîne. Dans les objets de décoration, j'ai également trouvé ce joli cadre. Non mais regardez-moi ce cadre comme il est beau. Alors ça, typiquement, c'est le genre d'œuvre sur lequel je vais craquer parce que j'adore les fleurs, vous le savez. Mais en plus, il a un superbe encadrement. Voilà, ça j'adore. Je suis très sensible aux beaux cadres. Il y avait un autre cadre dans la même veine, mais c'était des fleurs différentes et je n'aimais pas la façon dont ça avait été peint. Donc j'ai préféré acheter qu'un seul cadre et laisser l'autre à quelqu'un qui aurait le coup de cœur dessus, plutôt que d'acheter la paire, parce qu'on dit souvent oui, il vaut mieux acheter la paire, etc. Oui d'accord, d'un point de vue artistique, on dit souvent qu'il vaut mieux prendre la paire, mais il se trouve que les deux bouquets de fleurs étaient complètement différents, et que pour le coup, si le format et le cadre étaient pareils, le reste, la peinture en elle-même était vraiment très différente, et je ne me voyais pas mettre l'autre chez moi, donc voilà, j'ai préféré prendre plutôt le coup de cœur. Et donc vous voyez à l'arrière ça a été encadré sur la toile. On a ici un encadrement qui a été fait à Cannes, ce qui est un peu logique vu que je l'ai acheté dans la région. Il est en parfait état, je pense qu'il n'est pas très très ancien. Ça se voit aussi bien à l'encadrement que sur la toile en elle-même. Mais il est signé ici, hein, il y a écrit je crois Pozzo di Bongo si j'arrive bien à lire. Mais il n'y a pas de date, voilà. Il n'y a pas d'indication ni au dos ni devant au niveau de la date, mais voilà. C'est pas parce qu'il est ancien que je l'ai pris, c'est vraiment pour le côté esthétique. Je l'ai trouvé magnifique, j'ai eu un coup de cœur, je pouvais pas passer à côté. Alors, je vous montre peut-être de plus près pour que vous voyez un petit peu le cadre et puis la peinture en elle-même. Voilà. Ouais, c'est une très très jolie peinture. Gros coup de cœur. On va passer à la vaisselle cette fois-ci. Donc j'ai ramené quelques petites babioles de vaisselle. Alors vous allez voir, c'est des petites choses, mais quand même. Il y a d'abord ce petit mug cerise que j'ai trouvé tellement estival. Si mignon au niveau de la forme, voilà. Donc il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a pas de marque. C'est juste la petite cerise dessus qui a fait son effet. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, mais je l'aime beaucoup. J'ai trouvé deux petits raviers. Donc je vous les montre dans le bon sens, comme ça. C'est signé HBCM Montreux. Donc vous savez, on est sur la fabrique de Choisy-le-Roi là normalement au niveau de cette faïence. Et donc c'est le modèle Agnès. Et moi ce que j'ai bien aimé dessus, c'est cette espèce de bouquet en centre comme ça, que je trouve très sympa. J'aime beaucoup tout ce qui est bouquet, panier, fleuris, etc. Donc c'est tout naturellement que je me suis dirigée dessus. Il est assez simple, mais c'est aussi ce qui me plaît, voilà. Donc il y en a deux. Il y a des traces d'usure, hein, mais c'est normal parce que c'est pas tout récent. Mais ça reste en dessous, du coup ça va. C'est-à-dire qu'au-dessus, il est tout à fait présentable. C'est vraiment à l'arrière où l'un d'entre eux a un petit pet, l'autre est en parfait état. Donc j'étais plutôt contente de trouver ça en brocante dans le sud. Et on finit par un ensemble de 3 assiettes à dessert. Donc je vais vous les montrer une par une pour pas faire de bêtises. On a tout d'abord celle-ci qui représente, je sais pas, des pommes ou des oranges peut-être, je sais pas, vu que c'est pas colorisé autrement qu'en vert. Mais j'aime beaucoup, vous voyez les dessins autour, j'aime beaucoup la couleur aussi, vert kaki comme ça, je trouve que c'est très beau. C'est un modèle au dos qui n'est pas signé mais qui est numéroté, donc il y a écrit 3, 20
et M. Donc d'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas. En fait, quand je l'ai acheté, j'ai d'abord pensé que c'était des plats de la même collection. Et en fait, non, celle-ci est orpheline, elle n'appartient pas à la même collection, même si on est d'accord qu'elle se marie très très bien, et du coup je suis contente, il n'y a pas de souci. Mais moi, au début, j'avais vu ces deux-là en premier, et celles-ci sont des modèles de chez Pexon. Et vous savez, je vous ai déjà parlé de Pexon, hein, qui est une ancienne faïencerie qui a fermé depuis les années 50. J'aime beaucoup leurs modèles et leurs couleurs et du coup j'étais très contente d'en trouver puisque on en trouve de moins en moins de cette faïencerie, hein, puisque comme elle a arrêté de produire et qu'elle n'a pas produit très très longtemps, elle a produit sur un siècle à peu près, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Et donc ce service à dessert, je le connaissais. Donc il y a un fruit différent sur chacune des assiettes. Certains sont colorisés comme les raisins et d'autres sont en une seule couleur comme ces cerises. Et du coup, quand j'ai acheté, j'ai pas fait attention et j'ai pas vu que la troisième assiette n'était pas du même service. Mais c'est pas grave du tout parce que comme je vous l'ai dit, ça se marie très bien. Et dans le service Pexon, il y a, il me semble, un motif pratiquement similaire à celui-là. Alors vous voyez au niveau des bords de l'assiette qu'on n'a pas les mêmes motifs. Ici vous avez des sortes d'arabesques et là vous avez plutôt des ronds. Une sorte de maille tressée ici, là, comme ça. Alors il faut savoir que normalement ce sont 6 assiettes à dessert, chacune comme je vous ai dit avec un motif différent, et elles existent dans d'autres couleurs, notamment en rouge, si ça vous intéresse de les chiner. Et elles font un effet très très estival sur la table, donc j'étais très contente de les trouver, même si j'en ai que 3, même s'il y en a une qui n'est pas du même modèle, et bien c'est pas grave puisque j'espère trouver les autres et les chiner. Donc voilà, c'était les dernières trouvailles de la brocante que j'ai fait dans le sud avant de rentrer à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à partager avec vous aussi bien mes livres que j'ai lus cet été, puisque le principe c'était que je les lise avant de vous les présenter, parce que j'aime pas trop présenter des livres que j'ai pas lus. Je trouve que c'est difficile quand même d'en parler quand on sait pas de quoi ça parle. Et puis d'un autre côté, j'avais envie aussi de vous montrer les dernières choses que j'avais trouvées pendant mes vacances. Et plutôt que de faire 2 vidéos séparées, j'ai tout mixé en un. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être de vous évader un petit peu. Peut-être également que ça vous donnera envie de lire et d'aller chiner, 2 activités qui sont très agréables en été. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été.